Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne à partir de 17h30, l'audition de Jean-Louis Borloo. Le ministre de l'écologie est entendu par les sénateurs de la mission d'information commune sur les conséquences de la tempête Xynthia. Mais avant cela, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi relatif au Grand Paris. Ce matin, Valérie Pécresse, la présidente du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France, a déclaré qu'elle ne souhaitait pas que le Grand Paris devienne un bouc émissaire après les élections régionales. Je ne veux pas que ce projet de loi fasse l'objet d'une polémique politicienne, a déclaré la ministre, alors que gauche et droite s'affrontent depuis hier sur ce thème au Sénat. Tout de suite donc direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif au Grand Paris. Dans la discussion des articles, nous passons à l'examen de l'amendement numéro 9 de l'article 1er. Deux amendements identiques font l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 9, il est présenté par Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc cet article a été réécrit, nous l'avons longuement évoqué hier soir, mais je dois vous dire que de toute façon, avant même sa réécriture, nous nous apprêtions à déposer un amendement de suppression. Tout simplement parce que la nouvelle formulation qui nous est présentée n'est toujours pas, à nos yeux, satisfaisante. Alors je vais dire pourquoi. D'abord parce que cet article s'apparente plus à un exposé des motifs synthétique qu'à un véritable article de loi. Selon nous, il ne comporte aucune disposition de portée normative et il propose donc un texte d'affichage qui n'a vraiment rien à voir avec le contenu réel de ce projet de loi. Donc il y a quelques affirmations qui sont contenues dans cet article, comme celle relative à la construction de 70 000 logements par an. Et ces affirmations ne sont que des promesses, qui ne sont en aucune façon des engagements législatifs. Comme on dit de façon populaire, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ce projet donc qui vise à la création de la Société du Grand Paris et de l'établissement public de Paris-Saclay est en fait un vrai projet de société qu'on essaie ici de nous vendre pour mieux le mettre en œuvre ensuite sur d'autres territoires de notre pays. Dans le même temps, ce texte est porté par un projet urbain que nous ne pouvons cautionner. À la lecture de la première phrase de l'article 1er, on voit bien, en tout cas il symbolise tout ce qui peut nous séparer. Notre vision, c'est celle d'une métropole solidaire qui propose un développement harmonieux, partagé par toutes les populations qui vivent et y travaillent. Et quant à vous, votre ambition, c'est, d'ailleurs vous le dites, d'unir la ville de Paris au grand territoire stratégique de la région Île-de-France. Mais je trouve quand même que, même disant cela, le reste du texte est quand même en contradiction avec cette phrase. Par ailleurs, les soi-disant atouts de ce projet urbain sont en fait présentés de façon très éloignée de la réalité, et notamment des préconisations contenues dans son texte. Je voudrais dire qu'une ligne de métro automatique est appelée réseau de transport interconnecté, alors que rien n'est prévu dans ce domaine. Donc ce projet contribuerait à la maîtrise de l'étalement urbain, alors qu'au contraire, il organise cet étalement urbain en faisant passer la ligne de métro rapide en certains endroits par des territoires éloignés encore faiblement urbanisés. Enfin, et j'en terminerai là, il est écrit que ce projet vise à réduire les déséquilibres alors qu'il les organise, les structure et les renforce. Donc, contre ce projet de loi, parce que nous sommes contre ce projet de loi, nous demandons la suppression de cet article. Merci, chers collègues. Amendement 237, il est présenté par Madame Voynet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs. Dans cet article 1er, on nous raconte une belle histoire.
On nous décrit une ambition forte, louable parfois, mais persiste très fortement l'impression que les outils mis en œuvre sont en total décalage avec les moyens qui permettraient d'aller au-delà des déclarations de principe de cet article 1. Nous avons le sentiment, d'une part, que le projet global qui nous avait été promis n'est pas au rendez-vous, un projet qui permettrait de remédier à l'étalement urbain, aux effets de coupure générés par la pratique des années 60 où on installait de façon très brutale à travers des territoires dont la réalité n'est pas prise en compte des infrastructures lourdes, lignes ferroviaires ou autoroutes. On a le sentiment que les outils que vous nous proposez ne permettront pas de remédier au mitage de nos territoires par des hangars métalliques, par des immeubles de bureaux, par des zones commerciales aux parkings immenses et souvent désolés. Voilà l'ordinaire de tant de nos villes. Voilà les problèmes concrets auxquels nous devons remédier et pour lesquels le grand métro souterrain construit à grand renfort de dispositifs exorbitants du droit commun n'apportera pas de réponse. Quant au contrat de développement territorial, vous conviendrez que cet article 1 en parle d'une façon curieuse, assez éloignée des canons de la langue française. Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial. Diable! Est-ce que c'est autour de l'infrastructure qu'on repense des stratégies de développement ou est-ce que l'infrastructure se greffe sur des contrats de développement? Moi, j'avoue que je n'ai pas compris, mais en regardant l'article qui définissait les contrats de développement territorial, j'ai compris qu'ils étaient facultatifs, qu'ils seraient conclus directement entre l'État et les communes, qu'ils feraient l'impasse sur la région et qu'ils se substitueraient probablement à certaines des orientations des contrats de projet sans forcément échapper au risque de saupoudrage qui a été pointé tout à l'heure. Pour faire court, cet article ne correspond pas à la réalité du projet de loi. Il est indiqué que les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation du projet. En fait, les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire. La grande concertation tant clamée par le gouvernement était plus un moyen de légitimer un projet déjà ficelé, un projet dont nous savons tous qu'il a été travaillé sur la base d'une logique d'experts, dans des bureaux et de façon relativement discrète, avant même que le moindre débat local ne soit engagé. Dans ce premier alinéa, il est également indiqué que le projet de loi vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Nous sommes là face à un exemple frappant de langue de bois. Comment pouvez-vous faire croire à qui que ce soit que la mise en service d'un métro automatique reliant entre elles des zones d'emploi ou de développement économique, ainsi que la construction d'un cluster en dehors de Paris, pourrait réduire les inégalités sociales de la région et encore mieux de toute la France? Ce n'est pas parce que les hommes d'affaires feront le trajet Orly-La Défense plus rapidement que les inégalités se réduiront dans l'Oise ou dans la Marne. Malgré certaines intentions louables de la commission ad hoc du Sénat, comme d'ajouter un objectif chiffré pour la construction des logements en Île-de-France, il n'y a pas non plus de garantie sur la réalisation de ceux-ci. L'objectif n'est d'ailleurs pas présent dans l'étude d'impact de la loi, c'est clair. On est là face à une sorte de cavalier, subterfuge trouvé par la Commission pour permettre d'interpeller le gouvernement sur la nécessité, enfin, de mettre en place une politique de construction de logements pour rattraper le retard terrifiant qui constitue la réalité de cette région. En clair, nous demandons la suppression de cet article qui a été élaboré comme le reste du texte, sans réelle concertation avec les élus et les populations locales et qui consacre la reprise en main par l'État de l'aménagement de notre région. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est de bon ton d'attaquer l'article 1er en disant qu'il recouvre beaucoup plus de matières que celles qui sont dans le texte. Je rappellerai que l'article 1er parle du transport, elle parle de la recherche et de l'innovation, elle parle des contrats de développement territorial, qui sont les trois éléments essentiels du texte, et vouloir, comme vous l'avez fait, à la fois Madame de ce côté et Madame Voynet, dire qu'il n'y a qu'un problème de transport dans ce texte est une caricature beaucoup trop simple. La commission spéciale a donc réécrit cet article alors que l'Assemblée nationale avait introduit un certain nombre de logements. Elle a ajouté l'objectif de logement qui sera développé par la suite dans un chapitre spécial comprenant un certain nombre
d'éléments qui permettront de valoriser et d'essayer de rendre beaucoup plus crédible la poursuite et, j'espère, l'atteinte de l'objectif de 70 000 logements. Par conséquent, la Commission tient à cet article et elle s'oppose aux deux amendements. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Même avis que Monsieur le rapporteur. Je crois que j'ai eu l'occasion, dans la déclaration générale, de dire en quoi je ne peux qu'être d'accord avec cet article. Madame Voynet, dire que, je reprends l'objet de votre amendement, l'aménagement du territoire proposé s'inscrit dans une vision libérale du développement de la région Île-de-France. Déjà, faudrait-il définir ce qu'on entend par vision libérale. Autour de pôles de compétitivité, encore faudrait-il être un peu précis sur ce que sont les pôles de compétitivité. Ayant été à l'origine, il y a quelques années, des pôles de compétitivité, je pourrais en parler amplement, cela n'a strictement rien à voir avec les pôles de développement, puisque dans un certain nombre de ces pôles de développement, il y a plusieurs pôles de compétitivité. Et sans relation avec les besoins des Franciliens, permettez-moi simplement de souligner à nouveau que le réseau de transport est un réseau qui met 5 millions de Franciliens en relation directe avec les gares, disons le tracé des gares pour l'instant imaginé. Je pense que c'est un propos qui est à tout le moins très excessif de dire qu'il n'y a pas de relation avec les besoins des Franciliens. Merci, Monsieur le ministre. Pour explication de vote, Madame Bricq. Oui, Monsieur le Président, nous avons expliqué tard hier pourquoi le groupe socialiste ne présentait pas d'amendement à cet article 1, que le rapporteur a effectivement, par rapport à la version de l'Assemblée, écrit à nouveau, mais parce que nous développons notre vision, et nous avons expliqué pourquoi notre vision était fondamentalement différente de celle qui est exprimée par le gouvernement et par le rapporteur à l'article 2. Cela étant, l'amendement de suppression de nos collègues du groupe communiste défendu par Madame Assassi et l'amendement de suppression défendu et argumenté par Madame Voynet, nous les voterons. Et je voudrais rapidement vous dire pourquoi. Parce que dans le travail de réécriture que vous avez effectué, Monsieur le rapporteur, il ressemble finalement plus, outre le fait que ce sont des bonnes intentions et une juxtaposition finalement de bonnes intentions, mais vous n'en tirez pas les conséquences dans la suite du texte. J'en prends deux par exemple. Vous mettez l'objectif que nous avait recommandé M. Apparu lors de son audition devant la commission spéciale de 70 000 logements. Et vous écrivez qu'ils doivent être géographiquement et socialement adaptés en Île-de-France. Sauf que, à l'article 19 bis, c'est le préfet de région qui les territorialisera. Alors, bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État décidera effectivement où il est bon d'avoir du logement, sans qu'on puisse en discuter, et que ici, et a fortiori dans les communes, et il est fort à craindre que compte tenu de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore, eh bien les communes qui n'ont pas fait l'effort nécessaire à l'accueil des logements sociaux continuent à ne pas le faire, que puisqu'on a l'habitude de concentrer les logements sociaux plutôt à l'est qu'à l'ouest, donc on peut continuer de la même manière. Donc nous n'avons aucune assurance concernant ce principe que vous énoncez. Ensuite, et puis on pourrait épiloguer sur le problème structurel du défaut de logement en Île-de-France, notamment avec le prix du foncier. Je ne le développe pas. La Commission des finances a commencé un gros travail sur la fiscalité immobilière. On pourrait aussi développer le fait que le même gouvernement a, dans la période récente et déjà depuis quelques années, mis des dispositifs fiscaux dont même votre majorité convient qu'elle ne correspond pas aux objectifs
de logements et notamment de logements qui correspondent à des besoins des populations. Et puis, vous affirmez, la double boucle est financée par l'État. Alors, ça, c'est un principe que vous ressassez à l'envi, mais quand on regarde ce que vous appelez financement d'État, je ne vais pas développer, que ce soit la dotation en capital prise sur le remboursement des prêts à l'automobile, dont nous reparlerons quand nous attaquerons les articles financiers à partir de l'article 9, que ce soit la valorisation foncière, que ce soit les baux, etc. Donc, permettez que tout ça, c'est du financement de l'État à bon compte, surtout quand vous alimentez la Société du Grand Paris par un impôt qui sera finalement versé par l'autorité organisatrice de l'Île-de-France. C'est facile de dire que c'est financé par l'État, alors qu'on pourra le démontrer très facilement, ces financements ne sont pas au rendez-vous. Et ça vous permet, à l'article 3, si vous continuez de tenir bon sur de faire sauter la consultation publique sur Arc Express, ça vous permet de dire, chacun chez soi, l'État fait ce qu'il estime devoir à faire, la région elle fait ce qu'elle estime devoir à faire, et puis il n'y a pas de coopération entre les deux. Donc là, vous êtes sur une mauvaise voie, qui n'est pas celle de la discussion, qui n'est pas celle de la concertation, et évidemment, a fortiori, encore moins à celle de la négociation. Donc, à partir de là, nous demanderons la suppression de cet article et nous défendrons notre vision précisément à l'article 2. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Maïas pour explication de vote. Oui. Pour l'instant. Complément de ce que vient dire Nicole Bricq, nous manifestons notre contentement par rapport au rapporteur qui a essayé d'améliorer le texte, je le comprends bien, mais il est très difficile d'améliorer un très mauvais texte. Et malgré cela, au lieu d'avoir une philosophie d'ensemble de ce qui est dans cette loi, on a une juxtaposition de mesures qui sont toutes plus étonnantes les unes que les autres. Alors évidemment, si jamais cette introduction était une conclusion et que par là même vous acceptiez nos amendements, on améliorerait ainsi largement le texte et on pourrait discuter effectivement de cette juxtaposition. Mais à la discussion hier qui a été menée, on a vu que vous étiez vent debout contre nos amendements et que par là même nous avons peu de chances de faire passer un certain nombre de nos idées. Alors, pour citer quelques exemples contenus dans cet article, vous parlez de développement économique durable. Bien, nous, on vous présentera un amendement 117, et on verra bien si vous enterrez le Grenelle de l'environnement ou si vous le ressuscitez. Parce qu'il semble qu'actuellement, il y a quand même deux différences de parole du président de la République louant effectivement l'écologie et l'enterrant quand il s'agit de parler aux agriculteurs, par exemple. Donc, il faudrait savoir, ce gouvernement, ce qu'il souhaite faire. Vous nous parlez de réduire des déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Je vous ai dit et redit que l'Est est particulièrement sacrifié et que ce n'est pas en mettant un monstre au plateau de Saclay, en développant le nord de l'Île-de-France et un monstre technologique, excusez-moi, pour ceux qui sont dans ce secteur-là, et puis en continuant disons, le travail qui est fait à la Défense, des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux, que vous programmez, par exemple, à l'Est, et vous me l'avez dit en réunion quand vous avez parlé de la Cité des Cartes, et quand je vous ai interrogé, votre réponse a été phénoménale. Vous m'avez dit il faut laisser du temps au temps. Bon, seulement à l'Est, excusez-moi de vous dire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que, oui, vous avez un maître en la matière, mais ceci dit, vous n'avez... Je ne parle pas de trahison, voyons, aucunement.
Mais, disons, en la matière, l'Est parisien est laissé pour compte. Et par là même, vous avez bien dit que du côté de Clichy, on poussait s'en aller du côté du Bourget, mais il faudrait aussi penser qu'il y a l'Est, et l'Est se situe plus de ce département, et du Val-de-Marne ne se situe plus au sud, effectivement, de Clichy-Montfermeil. Donc il n'y aura pas pour nous, disons, la réduction des déséquilibres sociaux et même la réduction du nombre d'emplois qu'il y a dans ce secteur. Il est extrêmement modeste par rapport à la population en âge de travailler. Et on a des résultats extraordinairement inquiétants. Dans nos zones urbaines sensibles, le chômage des jeunes, par exemple, s'est développé de façon exponentielle. Quand ces jeunes sont au chômage et qu'en un an, ce chômage, déjà 25% au moins, voire 30%, et qu'il procède de 37 à 40% supplémentaires de chômage, on peut s'inquiéter. Donc, est-ce que c'est le métro qui va effectivement réduire ces inégalités ? Donc je pourrais continuer, bien évidemment, sur ces logements aussi, où d'un côté on a les emplois à l'ouest et de deux côtés on a les cas sociaux, excusez-moi, dont on s'occupe, puisque à Neuilly-sur-Seine on s'occupe quand même beaucoup moins des cas sociaux qu'à Neuilly-sur-Marne. Hein, mais là, l'emploi est là et il ne l'est pas effectivement à l'est. Donc développons effectivement ceci, mais pas en crédit, pas en intention, comme le dit l'article 1er, mais plutôt en disant on va réaliser ça, on va faire en sorte que les entreprises vont être guidées pour s'installer ici et là, et non pas l'inverse, en continuant. Je me rappelle quand même cet amendement fait en catimini, disons à la veille des vacances, pour augmenter le nombre de mètres carrés de bureaux, la construction du nombre de mètres carrés de bureaux à la Défense. C'est quand même complètement anormal que ceci soit que ce soit passé ainsi. Donc rééquilibrons l'Est. Et faisons en sorte que cet article 1er, je termine, Monsieur le Président, soit en fait une réalité dans ce projet de loi. Merci, chers collègues. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Alors, que ceux qui souhaitent adopter cet amendement numéro 9 veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. 9 amendements et sous-amendements font l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord, l'amendement numéro 10, il est présenté par Monsieur Vera. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues. Par cet amendement, nous proposons de réécrire donc au travers d'une 5e version, cet article 1er, conformément donc à notre vision d'un grand projet d'aménagement de la région Île-de-France. Ainsi, nous souhaiterions placer au cœur de ce projet la réduction des inégalités territoriales et non le développement de pôles déjà favorisés. Nous estimons en effet qu'il est possible de faire de notre région un territoire d'excellence en matière de services publics, de développement du logement social et des transports publics accessibles, permettant le désenclavement par un maillage fin de l'ensemble du territoire. La lutte contre les inégalités socio-économiques doit être l'angle d'attaque principal du grand projet d'aménagement, ce qui n'est évidemment pas le cas dans ce texte. Nous déplorons également l'absence de tout volontarisme en termes de politique industrielle. Et à cette fin, nous proposons de conditionner l'aide publique aux entreprises à la réalisation d'objectifs d'amélioration qualitative de l'offre d'emploi. Nous souhaitons rétablir partout l'association des représentants élus, des collectivités territoriales et de l'ensemble des institutions compétentes et légitimes, régions, départements, communes, STIF, que ce projet de loi écarte systématiquement. En tout état de cause, le débat public ne peut répondre à cette exigence car, à la fin de la consultation, seul prévaudra
la volonté de la Société du Grand Paris dans laquelle l'État est majoritairement représenté. Nous pensons qu'il est indispensable que l'aménagement du territoire soit pensé en fonction des besoins et des attentes des Franciliens. Pour cette raison, les enjeux liés au développement de la région capitale excluent toute action autoritaire et doivent s'appuyer sur une étroite concertation entre l'État et les collectivités, ainsi que l'association aux décisions des Franciliens eux-mêmes. Nous estimons également qu'un aménagement durable du territoire francilien repose sur 4 piliers d'action prioritaires et conjoints: le logement, les transports, l'emploi et les équipements publics. Ne pas penser de manière coordonnée ces exigences voue à l'échec toute action de ce projet du Grand Paris, laissant place aux logiques ségrégatives et spéculatives. Une telle action suppose des engagements financiers lourds qui doivent être formalisés dans de nouveaux contrats de projet et non de manière particulièrement vague comme le fait ce texte. En effet, les modes de financement préconisés, notamment par notre rapporteur pour ce Grand 8, vont dans le sens d'une valorisation des terrains attenants aux gares, à l'inverse des exigences de mixité sociale que seule une maîtrise publique du foncier et de l'aménagement permet. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement de réécriture. Merci, chers collègues. Amendement 238, il est présenté par Madame Vonnet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, par cet amendement, après avoir en vain proposé de supprimer la rédaction actuelle de l'article 1, nous vous proposons de le réécrire. Nous souhaitons redéfinir les objectifs de ce texte, insister sur la nécessaire amélioration de la qualité de vie des habitants, la réduction des inégalités sociales et territoriales, l'amélioration des équipements et des services publics, objectifs que nous jugeons déterminants pour l'attractivité économique des territoires. Il est en effet possible de faire de notre région un territoire d'excellence en matière de services publics, de développement du logement social, de transport public accessible, permettant la desserte de quartiers qui aujourd'hui ne le sont pas. Les inégalités socio-économiques doivent être l'angle d'attaque principal d'un projet d'aménagement comme celui-ci, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas dans ce texte. Vous allez me dire, je suis un développeur, je suis un aménageur, et vous attirez mon attention sur des considérations sociales qui sont ici hors sujet, mais vous savez bien que le développement économique, qui permettra peut-être, sans doute, de créer de nouveaux emplois et par voie de conséquence à terme de réduire les inégalités dans nos quartiers, ne portera ses fruits qu'à moyen terme, et que les considérations sociales, notamment en termes de tranquillité publique, de qualité de vie, de qualité des services, pèsent de tout leur poids au moment pour les entreprises de décider de leur lieu d'implantation. De plus, il est indispensable de rappeler que les aménagements que nous souhaitons doivent se faire en tenant compte de la préservation de l'environnement. Le respect des espaces naturels et des terres agricoles doit être au cœur des débats. Prenons l'exemple de Londres, dont on ne peut que constater l'attractivité économique. La capitale britannique a depuis longtemps déjà compris l'importance d'allier confort de vie et respect de l'environnement. Ces nouveaux quartiers en portent la preuve. Je pense par exemple au quartier de Bed-Stuy, achevé en 2002, qui est le plus grand écoquartier du Royaume-Uni, qui comprend des habitations, des bureaux, des espaces verts, des services, tout cela à quelques minutes en transport du centre de Londres. Vous me direz qu'on pourrait mieux faire encore pour ce qui concerne la mixité sociale au sein de ces quartiers, j'en conviens volontiers, et je pense que nous devons inventer une façon de faire ici qui permette de garder le meilleur de l'expérience des quartiers écologiquement modèles comme ceux de Vauban à Fribourg-en-Bresse-Gahou ou de Bed-Stuy à Londres, en garantissant la mixité sociale et la diversité des activités. J'ajoute que ce quartier a mis en place un système de vente directe avec les agriculteurs locaux et qu'il a veillé à ne pas sacrifier les terres agricoles qui demain seront précieuses, y compris à proximité immédiate de nos villes. Temps de transport réduit grâce à un aménagement où les zones de travail et d'habitat se confondent, maintien de l'agriculture locale, volonté de réduire notre empreinte carbone. On est très loin, avec votre projet, de ce modèle, qui est le modèle pourtant porté par le Grenelle de l'environnement. Dernier point, il est indispensable que des représentants élus des populations, des collectivités territoriales, de l'ensemble des institutions compétentes et légitimes, la région, les départements, les communes, les agglos, le STIF, soient consultés et associés au processus décisionnel. La première richesse de la région, c'est sa population,
Il est indispensable que l'aménagement du territoire soit pensé en fonction des besoins et des attentes des Franciliens et pas plaqué sur la réalité des territoires vécus. C'est ce que nous défendons à travers cet amendement que nous vous invitons à soutenir. Merci. On enchaîne sur le 239, Madame Voynet. Et en 3 minutes. Oui, je serai plus brève, Monsieur le Président. L'amendement 239 vise à mettre en cohérence l'objet réel du texte et la définition de l'objet du projet de loi de l'article 1 en modifiant les alinéas 1 et 2 du premier article pour les mettre en conformité avec le contenu véritable du projet de loi présenté. Nous sommes loin, en dépit des protestations de bonne volonté du ministre, d'un projet urbain, social et économique d'intérêt national. Rien dans le texte ne pourra malheureusement réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Quant à la place réservée aux collectivités territoriales et aux citoyens, elle est bien faible, nous l'avons déjà démontré. J'espère d'ailleurs que nos amendements présentés ultérieurement allant dans le sens d'un processus décisionnel plus participatif recueilleront votre intérêt. À la lecture de ce projet de loi, force est de constater que la majeure partie du texte se focalise sur un nouveau système de transport, le métro automatique dit Grand 8. Soyons honnêtes donc avec nos concitoyens. Le Grand Paris ne se fera pas au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La mise en place de ce métro, l'aménagement du plateau de Saclay n'auront aucune incidence sur le logement des Franciliens, sur la réduction de la fracture territoriale ou le chômage. Je vous propose donc de coller à la réalité de ce projet de loi en expliquant noir sur blanc que le projet de Grand Paris se résume à la création d'un réseau de transport qui relie des pôles économiques et des aéroports. Merci, chers collègues. Amendement numéro 3, il est présenté par Madame Dumas. Oui, merci Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons, mes collègues et moi, rappeler le poids de la zone centrale, c'est-à-dire Paris et le cœur d'agglomération, dans le cadre du Grand Paris, et également faire en sorte que son rôle déterminant, le rôle déterminant de Paris, soit clairement réaffirmé dans les attendus du texte de loi. Et je rappelle à cet effet que sur 5% du territoire francilien, sur ce territoire parisien, plus de 50% de la population et 70% des emplois de la région sont concentrés. Et également 90% des déplacements sont concentrés sur ce territoire de Paris et cœur d'agglomération. Merci, chers collègues. L'amendement 106 rectifié, il est présenté par Monsieur Dominati. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, je souhaite que le gouvernement donne une réponse à une question qui a été posée à plusieurs reprises, c'est à savoir la gouvernance, le périmètre et le budget alloués au projet considéré et à l'ambition qui est la nôtre. Il est paradoxal de considérer que ces critères sont essentiels dans une France contemporaine et que le gouvernement s'est engagé avec résolution dans une réforme sur l'ensemble du territoire, qui est la réforme territoriale, que pour ma part j'ai soutenue avec un certain nombre de mes collègues, avec cette ambition. Et on nous dit que pour l'Île-de-France, on a une ambition encore plus forte et on est à la traîne. Alors pendant combien de temps allons-nous être à la traîne? J'ai évoqué hier la réussite des transports régionaux dans toutes les régions, sauf dans celles où l'État veut garder la prédominance. Je voudrais savoir si pour la région Île-de-France, il est prévu quelque chose dans ce calendrier, puisque c'est la différence et la distinction qu'il y aura entre une loi à projet politique et une loi de nature technique. C'est le but de cet amendement. Merci, chers collègues. Amendement 246, il est présenté par Madame Voynet. 242, pardon, excusez-moi. 242. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous nous avez expliqué hier, et le rapporteur l'avait confirmé de façon très passionnée, que les contrats de développement territorial n'avaient pas pour objet de vider de leur sens et de leurs moyens financiers les contrats de projet élaborés conjointement par l'État et la région. Je profite d'ailleurs, ce sera peut-être une petite incidente, pour dire que là où certains ont dénoncé du saupoudrage dans le contenu des contrats de projet, il faut pointer le fait que l'État
met tout son poids pour obtenir que des éléments qui n'étaient pas prioritaires pour la région et dont le financement lui incombait et à lui seul soient inscrits au contrat de projet et bénéficient du soutien financier de la région et éventuellement d'autres collectivités. C'est le cas évidemment dans la plupart des régions pour les TGV, c'est le cas dans la nôtre pour la vie étudiante par exemple et pour d'autres politiques essentielles à notre pays que la région finance donc sans se faire prier parce qu'elles sont essentielles. Et donc, vous nous expliquez que ces contrats de développement territorial ne concurrencent pas la région, mais qu'ils seront néanmoins mis en œuvre conjointement par l'État et les communes, sans la région elle-même. Je souhaite, par cet amendement, vous prendre au mot, en réécrivant dans un sens peut-être plus conforme à l'usage français l'alinéa en question. Mais je pense qu'il est quand même absolument indispensable de faire en sorte que l'objectif de construction de 70 000 logements en Île-de-France chaque année soit conforme au schéma directeur de la région. Les Franciliens considèrent la politique du logement comme une priorité absolue. Ils ont redit pendant la récente campagne pour les élections régionales leurs attentes, leurs inquiétudes. Je crois qu'il est important de ne pas laisser planer l'idée que l'État pourrait décider seul des implantations de logements et que c'est bien sur la base du travail élaboré en commun par les acteurs locaux dans le cadre du SDRIF que nous pourrons nous appuyer. Je vous propose par ailleurs d'ajouter une garantie de construction de logements sociaux. En 2009, 28% des candidats à un logement social ont rempli une demande en Île-de-France. La région est en flux tendu, évidemment, en matière de logement. Nous proposons donc de préciser que les contrats de développement territorial devront prévoir la production d'au moins 30% de logements sociaux sur chaque territoire concerné. Merci, cher collègue. L'amendement 2 rectifié, il est présenté par Madame Dumas. Alors, cet amendement est relatif à la croissance économique de l'Île-de-France et nous souhaitons intégrer dans l'article 1er du texte de loi un objectif de croissance moyenne qui serait comparable à celui observé dans les grandes capitales européennes. Merci. Amendement 244, il est présenté par Madame Voynet. 244. Merci, Monsieur le Président. Je suis prise en flagrant délit de bavardage avec Madame Bric. Nous rappelions quelques hauts faits du passé de notre rapporteur concernant effectivement des contrats passés entre l'État et la région à propos de réseaux de transport public. Mais je ne doute pas que Nicole Bric le rappellera le moment venu. Concernant l'amendement 244, plusieurs architectes consultés dans le cadre du projet de Grand Paris ont rappelé l'importance du maillage du réseau de transport en Île-de-France. En effet, pour développer un système efficace, il est important de privilégier les correspondances entre les différents moyens de transport pour faciliter la vie des Franciliens, rendre plus accessibles des zones aujourd'hui engorgées, comme le quartier de la Défense. On ne s'intéresse pas uniquement au logement, on est parfaitement capable effectivement de prendre en compte aussi les difficultés de desserte de certains quartiers à la vitalité économique reconnue. Le maillage des transports serait le meilleur moyen d'améliorer la mobilité francilienne. Comme l'affirmait en 2007 Réseau ferré de France, cela permettrait des déplacements plus rapides et plus simples de banlieue à banlieue, des trains moins chargés en zone dense, une diminution de la congestion et de la pollution routière en banlieue. Adaptons donc notre réseau de transport, développons un schéma en toile d'araignée dans toute la région et non seulement vers les zones de fort développement économique. Le projet de Grand 8 favorise les déplacements travail-travail, quelques pourcents à peine du total des déplacements. Il pourrait favoriser davantage les déplacements des habitants de l'Ouest parisien, mais resterait, Jacques Mayas l'a bien montré, effroyablement inégalitaire pour ce qui concerne les habitants de l'Est parisien. Pour cette raison, nous vous proposons par cet amendement de réaffirmer l'importance de l'articulation entre les transports existants et les transports à venir pour réduire les déséquilibres territoriaux. Cela, bien sûr, dans le cadre du respect du travail réalisé dans cette région par le schéma directeur de la région Île-de-France. Merci, cher collègue. Amendement 303, il est présenté par Monsieur Revet. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Dans le projet Grand Paris, bien entendu, l'essentiel des actions qui sont prévues concerne la région francilienne. Mais lorsqu'il a été annoncé, le projet Grand Paris, il y a aussi, et ça a été clairement manifesté par le Président de la République, la volonté d'ouvrir Paris et la région parisienne sur le grand large. Et pour cela, non seulement
de faire en sorte que les grands ports de l'axe Seine, Paris bien entendu, mais Rouen, Le Havre notamment, puissent se développer. Et pour se développer, il faut qu'il y ait des moyens de transport. Et donc, il est prévu une ligne grande vitesse qui concerne, Monsieur le Président, tant la Basse-Normandie que la Haute-Normandie. Et je sais, Monsieur le Président, que vous y êtes attaché, comme mes collègues Patrice Gélard et Catherine Morin-Desailly. Et donc, quelque part, si l'on veut que ça fonctionne, tout à la fois pour les voyageurs et pour le fret, eh bien, il faut qu'il y ait une bonne coordination et que les trains puissent aller le plus vite possible sur l'ensemble du territoire national, bien sûr à Paris, sur l'ensemble du territoire national et même au-delà, à l'échelon de l'Europe. Et donc, j'avais déposé un premier amendement qui avait été adopté par la Commission. Monsieur le rapporteur, je vous remercie. Mais Madame Voynet a déposé un amendement qui donnait une nouvelle version de ce paragraphe 5. Alors, moi, bien entendu, je n'ai rien contre les dispositions de l'amendement que vient de présenter Madame Voynet, mais ceci étant, si ça met bien en évidence la coordination des moyens de transport dans la région parisienne, ça le met un peu moins pour les interconnexions, et tant routières, fluviales que ferroviaires, avec l'ensemble des autres régions. Et c'est dans ce sens que j'ai déposé cet amendement, Monsieur le Président, qui propose d'ajouter fluvial à ferroviaire et routier, et qui, à travers ces interconnexions, permet de donner des liaisons plus rapides avec les autres régions pour éviter, en fait, d'entrer dans Paris comme nous le faisons tout de suite, de changer de gare à gare dès lors qu'on veut aller très souvent dans une autre région, ou de venir encombrer la région parisienne, Paris, ou le périphérique. Voilà le sens de l'amendement, Monsieur le Président, que j'ai déposé. Merci, cher collègue. Alors, Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces 9 amendements et sous-amendements? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais passer en revue les amendements. Sur l'amendement numéro 10 de Monsieur Vera, il réécrit de manière différente l'article 1er. Il parle du conditionnement de l'aide publique aux entreprises à la réalisation d'objectifs d'amélioration qualitative de l'offre d'emploi et de l'offre de formation, qui sont des sujets tout à fait extérieurs au texte dont nous discutons. Et par conséquent, la Commission a émis un avis défavorable. Il en est de même pour l'amendement numéro 238, qui d'ailleurs prévoit les mêmes choses et qui ne correspond pas au texte qui est sorti de la Commission, donc avis défavorable. Sur l'amendement numéro 239 de Madame Voynet, avis également défavorable, parce que cet amendement réduit le Grand Paris à un simple projet de transport, alors que nous avons vu qu'il dépassait largement cet objectif. Et donc avis défavorable. Sur l'amendement numéro 3 de Madame Dumas, de Monsieur Dominati et Pozzo di Borgo, la Commission a donné un avis favorable, de manière à remettre au premier rang Paris et le cœur de l'agglomération parisienne. Sur l'amendement de Monsieur Dominati, numéro 106 rectifié, j'ai compris que c'était un amendement d'appel au gouvernement. La Commission a observé qu'il s'agissait d'un amendement injonctif à l'égard du gouvernement et qui est donc tout à fait, comment dirais-je, pas conforme au texte constitutionnel et par conséquent je suis partisan que M. Dominati, une fois qu'il aura reçu les explications du ministre, puisse le retirer. Sur l'amendement numéro 242 de Mme Voynet, avis défavorable, puisqu'il conditionne la création de logements aux objectifs du STRIF de 1994, qui commence à devenir un peu obsolète. Sur l'amendement numéro 2 rectifié de Mme Dumas, de M. Dominati et Pozzo di Borgo, la Commission a émis un avis favorable. Sur l'amendement numéro 244 de Mme Voynet et ses collègues, la Commission a émis un avis favorable, parce qu'il montre bien l'articulation avec le réseau préexistant. Et sur le sous-amendement numéro 303, Monsieur le Président,
sur le sous-amendement de M. Revet qui complète l'amendement de Mme Voynet en introduisant le mot fluvial, routier, terrestre et fluvial, et qui reprend la fin du texte que la Commission avait adopté, j'émets également un avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, concernant l'amendement numéro 10, même avis que Monsieur le rapporteur, défavorable. Concernant le 238, avis également défavorable. Concernant l'amendement numéro 239, avis défavorable puisque c'est un amendement qui réduirait l'ambition du projet à la réalisation d'un métro. Amendement numéro 3. Je suis plutôt favorable à cet amendement. La préoccupation exprimée par Madame Dumas et le gouvernement l'a intégrée dès le départ. C'est d'ailleurs pour cela que la double boucle n'est pas simplement une simple boucle, car il nous est apparu indispensable, dès le début de nos réflexions, de penser à un réseau, non pas qui évite la ville de Paris, mais qui crée autour d'elle, non pas un nouveau périphérique, mais un réseau qui permette de communiquer entre le cœur de Paris avec les autres territoires stratégiques de la région et entre les territoires stratégiques entre eux. Donc, je rejoins la position du rapporteur favorable. Concernant l'amendement de M. Dominati, numéro 106, j'ai eu l'occasion de vous dire hier, M. Dominati, que la question de la gouvernance que vous soulevez au travers de cet amendement est de façon évidente une question essentielle. L'horizon de temps que vous évoquez, 2014, paraît raisonnable en ce qui donne le temps pour que sur tous les territoires de la région capitale émergent des projets concrets et que les questions de la gouvernance puissent se poser sur des bases sûres et collectivement acceptées par tous. Mais je ne puis être favorable à ce stade à ce que l'on inscrive dans la loi une telle disposition. Et c'est pourquoi, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement. Concernant l'amendement numéro 242, je rejoins le rapporteur défavorable. Concernant l'amendement numéro 2, avis favorable. Concernant l'amendement numéro 244, je voudrais dire à Madame Voynet que je n'ai pas réellement d'avis sur la meilleure écriture de ce 5e alinéa, mais au-delà des questions rédactionnelles, le texte de votre commission spéciale et votre amendement mettent en avant une question essentielle. Le réseau du Grand Paris, dont nous discuterons plus avant à l'article 2, dépasse en effet de très loin, en termes d'enjeux, la question des transports régionaux. Je le rappelle, une des ambitions du réseau du Grand Paris est en effet de relier entre elles les grandes gares ferroviaires pour faciliter les liaisons région capitale province ou province province. N'oublions pas que le nombre d'habitants de la région capitale qui conserve des liens forts, familiaux, affectifs ou encore professionnels avec les autres régions françaises est très présent. Au-delà même de ces liens, il s'agit de promouvoir, et c'est au plan économique très important, il s'agit de promouvoir les synergies
entre les grandes régions françaises. Cette alinéa A5 met également en avant le nécessaire maillage avec le réseau routier. Je ne peux que me réjouir, Madame Voynet, qu'un tel amendement soit porté par vous. Je suis moi-même convaincu qu'un tel maillage avec le réseau routier peut permettre tout à la fois de favoriser l'intermodalité et de contribuer au décongestionnement des grands axes routiers. Et sur ce point, nous avons lancé des études pour vérifier la faisabilité de placer telle ou telle gare sur les grands axes autoroutiers et d'y adjoindre d'importants parkings relais dimensionnés et adéquats. Toutes ces raisons montrent que si c'est l'État qui porte un tel projet, ce n'est pas parce que la région n'en est pas capable, c'est uniquement parce que cela va très au-delà de ses compétences pour un projet dont l'intérêt est véritablement national. Concernant l'amendement numéro 303, favorable. Concernant et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci. Très bien. Alors, sur l'amendement numéro 10, y a-t-il des demandes d'explication de vote? S'il n'y en a pas, que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Sur le 238, même vote. Même vote. Sur le 239, même vote. Même vote. Amendement numéro 3. Toujours pas de demande d'explication de vote. Si, Monsieur Daillet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vais bien évidemment voter pour cet amendement, puisque notre collègue élu de Paris désigne sous le nom de cœur de l'agglomération le 75, le 92, le 93 et le 94. Il se trouve que par un heureux hasard, cela correspond exactement au périmètre que j'avais retenu dans mon rapport sur un projet de gouvernance pour le Grand Paris. Cela démontre donc une chose, que l'on soit élu de Paris, élu de la proche banlieue ou de la grande banlieue, tout le monde sent bien qu'il y a une zone dense, alors appelons-la comme nous voulons, avec ses spécificités, et que cette zone dense, il faut bien la prendre en considération, parce qu'elle ne peut pas être traitée, parce qu'elle n'a pas les mêmes problèmes comme le reste du territoire de la région Île-de-France. Alors j'y reviendrai dans ce débat, mais je voulais saisir l'occasion pour le rappeler et soutenir, peut-être avant que notre collègue le retire, l'amendement suivant, qui effectivement fixait une date pour une véritable proposition de réforme de la gouvernance. Alors je crains effectivement qu'il ne le retire. Moi, Monsieur le Ministre, ce qui me désole, c'est qu'on en parle de la réforme de la gouvernance, et on me répond toujours, mais c'est pour bientôt. Alors j'ai un peu l'impression quand même que c'est comme l'horizon, plus on avance, plus ça s'éloigne, et je ne vois pas venir le moment où effectivement une véritable proposition sera formulée. Alors je comprends que vous nous répondiez encore, que vous préférez voir les projets émerger avant qu'un projet de réforme de la gouvernance ne soit mis sur la table. Mais ça me perturbe malgré tout parce que, on va le voir au travers de la suite de la discussion, votre projet va s'articuler autour des fameux contrats de développement territorial. On va y revenir. Ces contrats de développement, 40 gares, 40 contrats, ils vont donc effectivement modeler ce territoire avec des objectifs qui leur seront propres en termes de logement, en termes de transport. Mais au bout du compte, est-ce qu'on aura bien un projet métropolitain? Et est-ce que l'on pourra plaquer sur ces projets de développement de ces 40 territoires identifiés, un projet de gouvernance de la métropole? Moi, j'en doute encore aujourd'hui, et voilà pourquoi j'aurais aimé que nous fixions cette date et qu'enfin nous nous mettions les uns et les autres autour de la table pour, à échéance 12 ou 24 mois, eh bien, effectivement, formuler une proposition. Je regrette, peut-être un peu par avance, mais que ça ne soit pas une nouvelle fois le cas. Merci, cher collègue. Monsieur Pozzo di Borgo pour explication de vote. Oui, donc, mon explication de vote va toucher cet amendement et puis le suivant qui, je pense, va être retiré. Je vais redire ce que j'ai déjà dit en séance, mais je crois que c'est quand même un des points fondamentaux. Et le ministre, d'ailleurs, l'a dit. L'Île-de-France souffre d'un empilage des structures. La multiplicité des acteurs, l'État, la région, le département, commune, intercommunalité,
augmente les charges publiques, nuit à la cohérence et à l'efficacité de la décision publique, en particulier en matière de transport et de déplacement. On l'a bien vu, si le Grand Paris est fait par le secteur d'État, c'est qu'il n'y a personne qui a cette vision générale. Mais aussi en matière de logement, d'urbanisme, de développement économique et d'équipements structurants. Le cœur de l'agglomération, j'en viens à cet amendement, pâtit de l'absence de politique commune. Alors, j'ai déjà fait la remarque, mais je la refais. Malgré cet empilage des structures dans l'Île-de-France, vous savez qu'en France, le taux de couverture intercommunale est de 90% pratiquement. Alors que dans l'Île-de-France, 89,1%, c'est le chiffre de la DGL. Alors que pour l'Île-de-France, il est simplement de 56%. Il n'y a pas de vision collective. Pour affronter la concurrence mondiale avec une masse critique suffisante, la plupart des grandes villes européennes, Londres en 1997, ont regroupé ces collectivités locales, comprises dans leur aire urbaine, pour organiser le développement et leur aménagement. Je prendrai l'exemple de Lyon. L'agglomération lyonnaise, par un texte de loi de 1966, a pu créer une communauté urbaine et bénéficie d'une gestion urbaine placée sous une autorité administrative unique depuis 40 ans. Et depuis 20 ans, je le rappelle, Lyon figure parmi les 20 villes européennes et qui progressent, toutes catégories confondues, jugées les plus attractives. Depuis 40 ans, Paris et Lyon ont ainsi connu une évolution administrative exactement inverse. Alors que la loi de 66 a permis à l'agglomération lyonnaise de regrouper ses forces et de rationaliser l'utilisation de ses moyens administratifs, techniques et financiers, la disparition du département de la Seine en 1964 a signifié pour le cœur de l'agglomération parisienne l'éparpillement et la dilution que nous continuons à payer. Cette absence de structure de gouvernance explique les chiffres de la moindre croissance de l'Île-de-France, malgré sa puissance économique. Alors, on aurait pu très bien faire un amendement sur la loi de 66 et rajouter, parce qu'à l'époque, 66, quand on a créé les communautés urbaines, Paris n'était pas une commune. Donc on aurait pu très bien faire, sur le texte des collectivités territoriales ou sur ce texte-là, un amendement dans lequel on crée une communauté urbaine à Paris. On aurait pu très bien aussi, d'ailleurs, quand le texte de loi sera voté, récupérer le concept de métropole. Seulement, moi je m'adresse à mes collègues de la gauche. Comme lorsqu'on a fait le département de la Seine, la vision politique à l'époque a fait éclater le département de la Seine. C'est le même problème qu'on a actuellement. Il y a 15 ans, c'est vrai que c'était la droite et le centre qui dirigeaient l'Île-de-France. Elle avait Paris, elle avait l'Île-de-France, elle avait 6 départements sur 8. C'est l'inverse maintenant. La gauche a la région, la gauche a Paris, la gauche a 6 départements sur 8. Alors moi je me mets à la place, M. Café, puisque nous sommes ensemble au Conseil de Paris. Quand M. Delanoë timidement crée le Paris Métropole, mais on voit très bien qu'il est très gêné par la présence du président de la région à côté. Donc il fait petit à petit, 10 ans pour faire un Paris Métropole, qui est une structure d'études. On lui parle de communauté urbaine. Ah, surtout pas. Ça ferait un problème au sein du Parti socialiste. Mais écoutez, il faudra bien qu'on le pose, ce problème, un jour ou l'autre. Mais il faudra bien qu'on le pose, ce problème, un jour ou l'autre. Il faudra qu'on ait le courage, si vous voulez, d'aborder ce problème de gouvernance. C'est nécessaire pour l'évolution de l'Île-de-France, c'est nécessaire pour que cette Île-de-France soit en fait une région qui puisse s'adapter à ce développement économique. Alors, j'ai un peu politisé les choses. Ça peut être aussi chez nous aussi. Il y a aussi des raisons qui font qu'on n'ose pas aborder ce problème-là. Je le dis parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire que la collective et que le Sénat soient au courant des choses. Voilà. Et donc, merci, cher collègue. Monsieur Masson, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président. Bon, je ne suis pas contrariant, donc je voterai cet amendement, mais je me pose quand même une question sur l'intérêt de nos débats. Parce que quand on voit le texte de l'amendement, et tout le monde se plaint de ce que le Parlement fasse des textes qui n'ont aucune application, aucun effet concret, on se demande quel est l'impact de cet amendement de l'ancienne, enfin de la version qu'il propose de modifier par rapport à la nouvelle version. Moi, je ne comprends pas très bien, enfin je suis un noble provincial, hein, et je me demande très honnêtement
s'il est pertinent de faire un article premier particulièrement long où on fait des considérations générales, etc., qui n'ont strictement aucun impact en droit positif. Et cet amendement ne change strictement rien. Alors, je le voterai parce que je le dis bien, je ne suis pas contrariant, mais je me demande s'il est pertinent que l'ensemble de nos débats s'articulent sur des choses qui ont un intérêt quand même relativement limité compte tenu des grands problèmes qui se posent à la nation actuellement. Ceci étant, si quelqu'un peut m'expliquer ce que cet amendement change concrètement dans la vie de l'Île-de-France, ça m'aiderait beaucoup et ça m'encouragerait encore plus à voter pour. Mais moi, je n'ai pas compris, je suis un humble petit sénateur provincial, je le répète, mais je n'ai toujours pas compris l'intérêt de cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur Café pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une explication de vote sur un amendement déposé par des collègues de la majorité, sur laquelle je n'avais pas l'intention, a priori, d'intervenir, mais puisque Monsieur Pozzo di Borgo m'a interpellé nommément et directement, je vois difficilement comment je ne pourrais pas répondre. Alors je voudrais faire remarquer à Monsieur Pozzo di Borgo que, contrairement à vous, Monsieur Dallier a eu l'élégance de poser un problème, celui de la gouvernance de l'Île-de-France, qui est un problème récurrent depuis déjà des années, qui risque de l'être, Monsieur Pozzo di Borgo, pendant encore des années, et que Monsieur Dallier a eu l'élégance de pointer ce problème, qu'il connaît mieux que d'autres, sans doute, Monsieur Pozzo di Borgo, puisqu'il est l'auteur d'un rapport. Mais enfin, vous avez voulu me mettre en cause, et bien évidemment, à travers moi, le maire de Paris. Alors, Monsieur Pozzo di Borgo, je voudrais vous dire plusieurs choses. La première, c'est que vous avez un vocabulaire particulier. Quand vous dites que avant c'est la droite qui avait les départements et que maintenant c'est la gauche qui a Paris et qui a des départements, je vous dis que c'est un langage qui m'est étranger. Car nous n'avons pas une propriété patrimoniale des mandats dont nous disposons. Première chose. Non, Monsieur Pozzo di Borgo, nous ne sommes pas propriétaires de Paris, nous ne sommes pas propriétaires des départements, nous ne sommes pas propriétaires de la région, nous sommes simplement les mandataires d'électeurs qui nous ont fait confiance et ils nous l'ont fait encore il y a quelques semaines. Première chose. Deuxième chose, je voudrais vous faire remarquer, Monsieur Pozzo di Borgo, que vous ne manquez pas de toupet, car c'est depuis 2001 que la ville de Paris est sortie de son splendide isolement, alors qu'avant, pendant des décennies, elle exportait toutes ces nuisances en banlieue et un certain nombre de maires de banlieue de la majorité pourraient largement en témoigner, car on n'exportait pas simplement les ordures, on exportait en même temps les cimetières et bien d'autres choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une rupture en 2001, et d'ailleurs vous êtes le premier à le reconnaître parfois au Conseil de Paris, Monsieur Pozzo di Borgo, cette rupture en 2001 et la main tendue de Paris, sous des formes particulières, évidemment, mais avec des contrats qui ont été signés, la main tendue de Paris à un certain nombre de communes de banlieue et de départements de banlieue. Troisièmement, Monsieur Pozzo di Borgo, cette question est une question qui est essentielle, mais dont vous savez pertinemment qu'elle ne se résoudra pas d'un coup de baguette magique. Et excusez-moi de vous dire, peut-être avons-nous des débats entre la ville de Paris et la région. Peut-être avons-nous un certain nombre de nuances. Je parle de nuances dans l'appréciation de la structure institutionnelle qui devrait venir, s'il y en a une qui vient. Mais je n'ai pas eu le sentiment jusqu'à présent que dans la majorité, il y ait véritablement un point de vue qui soit absolument convergent et qui fasse l'unanimité chez vous. J'en veux d'ailleurs pour preuve, Monsieur Pozzo di Borgo, et j'en termine.